Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, il y a l'offensive de charme de Moscou après la proposition du numéro 2 soviétique, M. Gorbatchev, de réduire de façon radicale les armements nucléaires. Nous consacrerons un chapitre à la Nouvelle-Calédonie avant le retour jeudi à Paris de M. Pisani et nous nous arrêterons un instant sur ce problème de société que représente l'introduction de l'informatique dans nos habitudes, notamment dans les grandes villes françaises. Tels sont les grands titres de l'actualité de cette dernière édition qui commence naturellement par les déclarations surprises du numéro 2 soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, celui qui est considéré comme un des possibles successeurs de M. Tchernenko, tôt ou tard, à la tête de l'État soviétique, a dit clairement devant la Commission des Affaires étrangères à Londres que l'URSS était prête à réduire de façon radicale les armements nucléaires et éventuellement les démanteler complètement. Une déclaration faite alors que depuis 3 jours, le numéro 2 du Kremlin a développé tous les charmes diplomatiques possibles à l'occasion de sa visite en Grande-Bretagne. Il reste que la manœuvre diplomatique est évidente pour faire pression, notamment sur les États-Unis, avant la prochaine réunion entre Américains et Soviétiques à Genève début janvier. Et elle veut faire pression sur les alliés européens des États-Unis qui ont pris leur distance avec Washington sur la militarisation de l'espace. Les États-Unis n'ont pas encore réagi aux déclarations de M. Gorbatchev. Manifestation ce soir à Paris de plusieurs centaines de personnes, des représentants du FLNKS, des représentants des Dom-Tom, notamment antillais, pour un soutien à la lutte du peuple kanak. Manifestation à Nouméa, des médecins et des représentants des professions paramédicales au lendemain des coups de feu tirés à Bourail contre une ambulance. Et 36 heures avant le retour à Paris d'Edgar Pisani, le délégué du gouvernement, la tension reste vive en Nouvelle-Calédonie. M. Pisani, dans une interview à Libération, affirme qu'il est clair que la majorité de la population n'est pas pour l'évolution du statut, et il se dit d'autre part intellectuellement intéressé sur l'idée de Lionel Jospin de faire se prononcer séparément sur leur avenir les 2 principales communautés de l'île. L'idée d'un référendum dans les mois à venir est donc de plus en plus envisageable, mais ce référendum serait-il constitutionnel? La réponse de 2 juristes, Maurice Duverger d'abord, suivi de Jean Foyer. Que le gendarme mobile brûlé à la suite de l'incendie de Bourail est décédé il y a quelques heures à l'hôpital de Nouméa. Il avait été brûlé à près de 90% au 3e degré. Et puis toujours concernant la Nouvelle-Calédonie, c'est la brouille entre l'Australie et la France. L'Australie qui s'élève contre les récentes déclarations du président Mitterrand qui avait critiqué la position du gouvernement australien sur la Nouvelle-Calédonie. En France, aujourd'hui, les agriculteurs ont manifesté très tôt ce matin devant les préfectures de leur département contre la politique laitière du gouvernement. Association entre Philippe Malo, le président du Centre national des indépendants, et Jean-Maxime Lévesque, l'ancien président du Crédit commercial de France. Ils créent ensemble, avant les législatives, la Confédération des républicains libéraux. Et ils demandent à Jean-Marie Le Pen de s'associer à cette confédération. À Pau, 13 assignations ou expulsions de Basques espagnols viennent d'être annulées par le tribunal administratif. Et puis, pas de changement à la tête du CNPF qui tenait son assemblée générale. Yvon Gattaz, président, Yvon Chotard pour la politique sociale et Guy Brana pour l'économie. La priorité pour 85 des 565 chefs d'entreprise réunis à Paris sera l'emploi et la compétitivité. Pour Yvon Gattaz, je le cite, lorsque la réhabilitation de l'entreprise dans l'opinion sera totale, aucun gouvernement ne pourra plus prendre de mesures néfastes. Fin de citation. À la Bourse de Paris, une dernière séance de décembre très médiocre pour les valeurs françaises qui ont accusé une baisse de 1,23%. Le lingot d'or, de son côté, a reculé de plus de 3%. Il a perdu 2600 francs pour être coté à 94 300 francs. Et enfin, le dollar est resté pratiquement stable par rapport à hier, à 9 francs 48. Les parlementaires italiens, paraît-il, ont battu aujourd'hui le record d'absentéisme avec 4 députés en séance. Mais les Français n'ont guère fait mieux puisque une dizaine de parlementaires seulement étaient présents la nuit dernière à l'occasion d'un projet de loi présenté par le garde des Sceaux. Un projet de loi qui vise à améliorer l'indemnisation des piétons, des cyclistes et des passagers victimes d'un accident de la circulation, même quand il y a faute de leur part. Jusqu'à maintenant, 30% des victimes d'accidents de la route n'avaient aucun moyen d'indemnisation. Le projet de loi a été voté par les socialistes et les communistes, division à l'UDF et abstention au RPR. Jean-Jacques Servan-Schreiber est le président du Centre mondial informatique. Il a présenté un plan de 3 milliards de francs qui vise à équiper de micro-ordinateurs la plupart des villes françaises pour que chacun d'entre nous puisse se familiariser
avec l'ordinateur. Un plan difficile à mettre en pratique car il coûte cher. Et puis, il met en lumière la concurrence que se livrent les fabricants américains et français d'ordinateurs. Guy Schwartz. Apple, de son côté, reconnaît que la bénédiction des pouvoirs publics ressemblerait à l'introduction d'un loup américain dans la bergerie française de l'informatique. À vrai dire, Apple ne manque pas d'arguments pour séduire le gouvernement et les futurs utilisateurs d'ordinateurs. Il propose en effet de s'associer avec la Compagnie Générale d'Électricité à l'échelle mondiale, mais aussi de construire une usine dans l'Hexagone. 3 télégrammes de l'étranger avec en premier lieu la déclaration ce soir à Rome du numéro 2 libyen, le commandant Jaloud, qui accuse la France de violer l'accord sur le retrait du Tchad, notamment en effectuant des vols de reconnaissance de ses avions au-dessus du nord du pays. Au Vietnam, 5 condamnés à mort et 3 autres à la détention à perpétuité dans la première affaire d'espionnage soulevée par le régime vietnamien. Les condamnés, dont 2 Français, sont accusés d'avoir préparé un renversement du régime communiste d'Hanoï avec l'aide de la Chine et de la Thaïlande. En Israël, la coalition gouvernementale menacée d'éclatement. Un parti religieux retire son soutien à la coalition dirigée par M. Shimon Peres. L'équilibre travailliste conservateur du Likoud est rompu au détriment du parti de M. Shamir et qui a décidé d'interrompre une visite officielle en Amérique du Sud et de regagner aussitôt Jérusalem. Et puis, ce soir, une distinction pour Jacques Abouchard, qui a reçu le prix Pierre Mille, du nom du journaliste et écrivain français du début de ce siècle. Le prix Pierre Mille qui récompense chaque année le meilleur reportage écrit ou audiovisuel de langue française. Je vous remets cette médaille en reconnaissant en vous un confrère pour lequel la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre et dont le talent au service des hommes parvient souvent à surmonter l'impossible des choses. Voilà. En termes précis, que ces choses étaient dites, et bravo Jacques. En sport, la Suède a complété sa victoire de Coupe Davis devant les États-Unis. Et si McEnroe a battu Wilander en 3-7 pour l'honneur, le Suédois Sundström en 3-7 également devant Jimmy Arias porte le score final à 4 victoires à 1 pour la Suède. Et puis dans la route de la découverte suivie naguère par Christophe Colomb, c'est Philippe Poupon à la barre de Fleury-Michon qui après 15 jours de course a battu de 25 minutes seulement Charente-Maritime de Pierre Folenfant. Une arrivée serrée à Saint-Domingue où les 2 catamarans sont arrivés en très mauvais état. Nous serons demain le mercredi 19 décembre et sur notre agenda à retenir en premier lieu le Conseil des ministres consacré à l'écologie et un projet de loi sur la forêt. Michel Rocard part dans la soirée pour une visite de 24 heures à Alger. Auparavant, le ministre de l'Agriculture aura reçu la Fédération laitière. À Nancy, dans l'affaire du petit Grégory, la chambre d'accusation de la Cour d'appel présente une requête d'annulation pour différentes pièces du dossier. Le Monde a 40 ans aujourd'hui et il tentera demain de se choisir un nouveau directeur gérant. La météo avec Alain Gillot-Pétré qui nous promet un avant-goût d'hiver pour ce Curieusement, mercredi. il fera plus froid à Potron-Minet au sud-ouest avec brouillard givrant et gelée blanche qu'au nord du pays. En effet, demain, le ciel sera dégagé sur la moitié sud de la France avec Mistral assez fort, mais des averses résiduelles localement orageuses en Corse. Sur l'autre moitié, subséquemment au nord, attention au verglas matinal et aux chutes de neige qui précéderont et accompagneront en se mêlant à la pluie une nouvelle perturbation atlantique. Température concomitamment en hausse de 3 à 12 degrés au nord, 8 à Paris et de 9 à 14 degrés au sud. C'est froid, carrément. 12h45, Daniel Bilalian, 20h, Christine Ockrent. Demain soir, vous retrouverez Hervé Claude ici même. Merci d'avoir suivi cette dernière édition en notre compagnie. Bonne fin de soirée. Un rendez-vous avec Denis Diderot et Claude Santelli ce mercredi soir 19 décembre sur A2 dès 20h35 grâce à la diffusion du téléfilm Jacques le Fataliste et son maître, un téléfilm interprété par François Perrier, Guy Tréjean, Patrick Chenet.
C'est au Bouffe du Nord, sur des accents langoureux de tango et en compagnie de la belle Milva et d'Astor Piazzolla que se poursuivra votre soirée télévisée. Mais nous espérons vous retrouver très nombreux dès 11h55 en fin de matinée ce mercredi pour pouvoir vous présenter tout un nouveau programme télévisé. Soyez donc au rendez-vous. En attendant, passez une excellente nuit. Au revoir, à tout à l'heure sur A2.